Reportages contiennent des images qui pourraient être troublantes pour les téléspectateurs sensibles ou en bas âge. Cette semaine à l'émission des records Guinness. Une lutte contre la montre et la montagne. Buffet de vers de terre à la bonne franquette. Confucius dit « deux têtes ne valent pas mieux qu'une ». Un motocycliste et ses amis ont la roue chanceuse. La modération n'a pas toujours meilleur goût. Et maintenant, voici votre animateur, Jean-Michel Dufaux. Bonsoir et bienvenue à l'émission des records Guinness. Le premier sujet est à la mode ces temps-ci, le sport extrême. À côté de ça, Fort Boyard a l'air de double défi. Encore une fois, les exploits que vous allez voir sont réalisés par des professionnels. Il ne faut jamais tenter de les imiter. Voici un reportage mettant en vedette un homme qui n'a pas froid aux yeux, Dan Osman. Dan Osman est célèbre pour avoir inventé un sport renversant appelé la chute libre encordée. Relié à une structure grâce à un simple harnais et une corde, Dan se précipitait du haut des airs, défiant la mort. Et il carburait à l'adrénaline. Il y a bien des sports extrêmes qui m'électrisent, mais je préfère celui-ci parce qu'il me procure une bonne dose de peur et d'adrénaline en même temps. Eric Perlman a documenté les exploits périlleux de Dan pendant 8 années. Dan était un gars sans peur et sans reproche, à la fois inventif et audacieux. Mais il était aussi patient et minutieux dans sa façon de maîtriser l'équipement et de comprendre la dynamique de chaque discipline à laquelle il s'est attaqué. Il passait un temps fou à parfaire ses aptitudes de haut calibre et son expertise en tant que grimpeur et câbliste était en demande. Il a entraîné le commando spécial de la marine et il a enseigné aux travailleurs à escalader des édifices. Malgré son horaire chargé, il s'assurait toujours de passer du temps avec Emma, sa fille de 8 ans. C'était formidable de voir Dan et Emma grimper ensemble. On aurait dit qu'ils formaient le couple parfait, le duo d'un père et d'une fille qui jouent, évoluent et profitent de la vie ensemble. Le temps qu'il ne passait pas avec Emma, Dan le consacrait à établir 3 nouveaux records de chute libre encordée. Un saut de 60 mètres au-dessus d'un canyon, un autre de 100 mètres d'une falaise, et enfin un saut stupéfiant d'un pont de 225 mètres de hauteur. La différence entre la chute libre encordée et le saut en bungee, c'est la corde. La corde de bungee est un gros élastique qui s'étire et amortit lentement votre chute. J'utilise une corde d'escalade faite de nylon qui vous laisse descendre jusqu'au bout pour vous stopper tout juste avant l'impact. C'est la chute libre encordée qui l'a fait connaître, mais il ne s'est pas assis sur ses lauriers. Il est devenu la première personne à escalader une chute d'eau. Combattant des courants impitoyables et l'eau glaciale, il a réalisé l'impossible. J'aime inventer des sports. Ça me plaît de faire des choses sans précédent. Les gens croient que c'est impossible jusqu'à ce que j'en sorte vivant et le sourire aux lèvres. Dan cherchait toujours à pousser plus loin ses dangereux défis. Il a trouvé ce qu'il cherchait dans la périlleuse discipline appelée l'escalade libre. Les adeptes de ce sport extrême n'utilisent ni corde ni équipement. Ce que j'ai vu Dan faire de plus risqué, c'était l'escalade libre. Il grimpait des parois si escarpées et si difficiles qu'il pendait littéralement par le bout de ses doigts. Et une fois qu'il s'engageait dans la voie, il ne pouvait plus reculer. C'était le sommet ou le cercueil. Comme dans tout ce qu'il entreprenait, Dan a maîtrisé ce sport. Il est devenu l'un des champions du monde, mais ce n'était pas suffisant. Dan a quand même trouvé une façon de pousser ce sport plus loin en y ajoutant un élément encore plus dangereux, la vitesse. Il est devenu le premier grimpeur au monde à faire de l'escalade libre de vitesse. Le 29 mai 1997, Dan veut établir un nouveau record en escalade libre de vitesse. Il va essayer de gravir un mur de granit de 140 mètres en 6 minutes. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, 2 grimpeurs d'expérience peuvent grimper ce mur en 2 heures s'ils sont doués et bien équipés.
Dan tente de le faire sans équipement en 6 minutes. 140 mètres en 6 minutes, sans harnais, sans corde et sans peur. Oui, c'est très dangereux parce qu'on va si vite qu'on n'a pas le temps de vérifier nos prises. Il se concentre et il est parti. Ce que vous allez voir est incroyable. Dan déchiffre rapidement la paroi. Il grimpe le long des étroites fissures. Ses mains lui servent d'ancrage pour se hisser vers le sommet. La seule chose qui le sépare du sol est l'air qu'il respire. Et la moindre erreur signifie une mort certaine. À mi-chemin, Dan frôle la mort. Il glisse et perd prise, mais son autre main est assurée, ce qui lui sauve la vie. À plusieurs reprises, Dan ne tient que par une mince arête. Aux 2 tiers du trajet, il dépasse un grimpeur muni d'équipements qui peine dans la voie. Au stade de 100 mètres, Dan doit relever son plus terrible défi. Il doit sauter pour atteindre un surplomb. Pendant quelques secondes, il sera suspendu dans les airs. Ce mouvement dangereux est appelé un double jeté. Le voici. Il a réussi. Une fois de plus, Dan a déjoué la mort. Dans le sprint final des 10 derniers mètres, Dan doit combattre la fatigue. Il atteint le sommet en notant un record de 5 minutes et 52 secondes. C'est un nouveau record d'escalade libre. Quelle performance sensationnelle! Regardons au ralenti ce moment terrifiant où Dan a dû lâcher toute prise. On voit clairement que tout son corps est suspendu dans les airs. Dan Osman était un détenteur de record Guinness qui méritait bien le titre de roi de la montagne. On vous présente maintenant une compétition mettant en vedette 4 courageux convives en quête d'un titre convoité. Ils s'affrontent dans ce qui sera certainement le plus long 30 secondes de l'émission. Cœur sensible s'abstenir et encore une fois, n'essayez pas ça à la maison ou dans votre jardin. Le décompte est de 30 secondes. Vous êtes prêts? Et c'est parti! C'est incroyable! Jedediah Forrest y va avec les 2 mains. Le champion en titre, Mark Hogg, a une main. Dennis Clark a eu du mal avec une bouchée, mais il se rattrape. C'est terminé! Ouvrez la bouche. Wow! Félicitations à Mark Hogg, qui demeure le champion incontesté du ver de terre. C'est l'heure d'une question tirée du livre des records. Selon Guinness, quel est le plus grand nombre de passagers à avoir roulé sur une moto cabrée? Est-ce A, 9, B, 20 ou C, 32? La réponse au retour de la pause. Quel est le plus grand nombre de passagers à avoir roulé sur une moto cabrée? Si vous avez choisi B ou C, vous étiez bien loin. La réponse est A, 9 passagers. Le record a été réalisé sur la piste d'un petit aéroport à Lake Wales, en Floride. Le cascadeur Todd Colbert a voulu briser son record précédent qui était de 8 passagers. Ce cabré à 9 passagers est la plus dangereuse tentative à ce jour. L'équilibre est crucial. 1 millimètre de trop et c'est la chute. Sa moto est une Suzuki GSX-R 1100, dont le pneu arrière est gonflé au double de son niveau normal. Je vais probablement rouler sur une bonne trentaine de mètres pour prendre assez de vitesse. Installer les passagers sur la moto n'est que la moitié de l'épreuve. Les 9 personnes sont entassées au point où Todd doit s'asseoir sur les poignées de son guidon. 3 personnes doivent pousser la moto afin qu'elle puisse démarrer. Je vais décoller à environ 65 km/h, puis quand je toucherai le sol,
Je vais sûrement rouler à 120 km/h. Todd amorce le cabré. Il n'a pas l'air très solide, mais c'est réussi. Quand on le regarde au ralenti, on voit que la moto tangue dangereusement. Mais Todd arrive à établir le record. 91 mètres et 13, juste ici. 9 passagers sur 91 mètres, c'est un nouveau record mondial. Ça donne une poussée d'adrénaline, c'est vraiment très emballant. Guinness vous propose souvent des records reliés au monde de la science. C'est le cas de notre prochain reportage qui nous provient de l'autre côté de la planète. Dans ce cas-ci, la médecine a pu venir en aide à un Chinois qui détenait malheureusement un record assez sordide. Le centre hospitalier universitaire de Beijing, en Chine, est reconnu comme ayant la meilleure clinique de chirurgie plastique et reconstructive d'Asie. Récemment, la docteure Wang Da-Mei et ses collègues ont passé en revue leur cas le plus problématique, celui de Chang Zipang, l'homme à 2 têtes. La docteure Da-Mei se rappelle le moment où elle a appris l'existence de ce patient singulier. À l'été 1979, un docteur de l'hôpital Queeneng a demandé mon aide au sujet d'un patient. Un parent de Chang avait amené celui-ci à Queeneng pour le montrer aux gens moyennant 5 cents. Une foule de curieux s'est amassée autour de lui jusqu'à ce que la police arrive et l'arrête. Choqué par son apparence, les policiers ont appelé l'hôpital. Là-bas, le docteur a pris des photos de Chang qu'il m'a montrées par la suite. C'était pathétique. J'ai décidé qu'il fallait le traiter ou l'opérer. La docteure Da-Mei est convaincue qu'elle peut aider Chang et l'empêcher de se faire exploiter. Elle et son équipe partent pour un voyage de 6 jours dans le petit village de montagne où réside l'homme de 35 ans. L'équipe médicale rencontre les parents de Chang, qu'ils font venir des champs. C'est la première fois que la docteure Da-Mei peut observer la malformation de près. Une deuxième tête sévèrement difforme sort du côté droit de sa tête. On dirait qu'un deuxième visage tente d'émerger du crâne de Chang. C'est ce qu'on appelle un jumeau parasitaire, c'est-à-dire un jumeau partiellement développé. On peut clairement voir une excroissance chevelue, une bouche tordue munie de 12 dents, une minuscule langue fourchue, des globes oculaires partiellement développés avec des sourcils minces mais aucun cil. La docteure Da-Mei n'a jamais rien vu de tel auparavant. En général, les enfants chinois nés avec un jumeau parasitaire sont tués en bas âge. Alors il est rare que l'on rencontre des patients de 35 ans. Les parents de Chang lui expliquent pourquoi leur fils est toujours vivant. À sa naissance, quand sa famille a vu la tête difforme sortir, son père n'était pas certain s'il fallait le laisser vivre. Ses parents sont allés voir une diseuse de Bonaventure. Et celle-ci leur a dit de ne pas le tuer parce que la tête allait porter chance. La diseuse de Bonaventure a sauvé la vie de Chang. Mais c'est une vie remplie de chagrin. Il passe son enfance et son adolescence à porter un voile blanc sur son deuxième visage. Ses parents arrangent un mariage, mais le jour des noces, son épouse fond en larmes en apercevant le visage défiguré, puis elle s'enfuit. En espérant apporter une lueur d'espoir dans la vie de Chang, la docteure Da-Mei l'envoie à un hôpital de la région. Les médecins accueillent chaleureusement leurs nouveaux patients. Après un examen complet, on constate que les deux visages de Chang sont reliés. Regardez bien ce qui arrive quand il bouge sa bouche principale. Les radiographies révèlent la présence d'un embryon de cerveau de la taille d'un œuf. Les vestiges d'un jumeau parasitaire sont aussi visibles dans son dos, où l'on distingue clairement une bosse. Mais comme Chang n'en souffre pas, la docteure Da-Mei décide d'enlever seulement le deuxième visage. Notre but était de retirer complètement la tête parasitaire. Comme il s'agissait d'une chirurgie cosmétique, Chang ne courait aucun risque. Chang subit une longue intervention chirurgicale pour le séparer de son jumeau sous-développé. Après la chirurgie, on a dévoilé le nouveau visage de Chang. En le voyant, il était complètement emballé et très content. Il s'est longtemps regardé dans le miroir, puis il a demandé à voir l'autre tête qui était conservée dans un récipient en verre. Il était vraiment heureux.
La transformation miraculeuse de Chang lui vaut le record de la plus grande tête parasitaire retirée par chirurgie. 4 mois après son départ, Chang fait un retour triomphal dans son petit village. Son père, qui avait songé à tuer son fils en voyant sa difformité, est complètement ébahi devant la transformation. Quand nous sommes arrivés, ses parents étaient ravis. Ils n'arrêtaient pas de toucher son visage. Tous les gens du village sont venus jeter un coup d'œil et ils étaient bien contents. Mais personne autant que Chang. Si vous avez une petite fringale, surtout n'allez pas imiter la détentrice du prochain corps. Cette femme est unique et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a la dent dure. Ces bouteilles ont été inspectées par les juges de Guinness. Ce sont des bouteilles de whisky normales et elles sont faites de verre épais. Et voici l'incroyable Rama. Elle se prépare pour atteindre un état de concentration extrême qui lui est nécessaire. Elle va maintenant pulvériser ce verre en plus petits morceaux. Je peux vous assurer que ce n'est pas un trucage. Je tiens à insister sur le fait que ce sont de véritables bouteilles fracassées par Rama, cette Guadeloupéenne âgée de 77 ans. Elle a commencé cette pratique lorsqu'elle avait 19 ans. Cela fait maintenant 58 ans. Alors vous pouvez imaginer qu'elle a bien établi les étapes de sa routine. Elle sort les goulots de cette pile de verre brisé. Ce sont les goulots des bouteilles qu'elle vient de casser sous nos yeux. On me dit qu'elle est si concentrée qu'elle arrive à se tenir debout sur du verre comme si de rien n'était. Rama dit qu'elle ne ressent aucune douleur. Après s'être frappée avec le verre brisé, elle va maintenant le piétiner. On entend une exclamation générale dans le studio quand elle saute sur cette pile de verre brisé. Ce que vous voyez est à 100% vrai. Il n'y a aucun trucage et aucune illusion. Rama va maintenant s'étendre sur les tessons de verre tranchants. Et le plus extraordinaire, c'est qu'elle n'a aucune coupure. La dernière épreuve, mais non la moindre. Rama va croquer à belles dents dans ses coupes en verre. Elle affirme ne sentir absolument aucune douleur.
Maintenant, Rama va ouvrir la bouche pour prouver qu'elle a bien avalé le verre et qu'elle n'a souffert d'aucune coupure. Mesdames et messieurs, applaudissons l'incroyable Rama qui détient un record Guinness incomparable. Ici Jean-Michel Dufault. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. Dans un instant, retrouvez Louise Deschâtelet et les chroniqueurs de Fleurs et Jardins. Il sera question de toits terrasses et de jardins miniatures et rustiques.